Salut à vous, salut Catherine. Bonjour Philippe. C'est plus clair, 4e émission de l'année depuis le Palais des Congrès de Montréal à l'occasion du forum La Science en français au Québec et dans le monde. Et oui Philippe, depuis plusieurs décennies, on sait que la recherche de la science tend à s'angliciser. Mais on sait que faire de la recherche et aussi de la diffusion en français, ça amène une belle richesse à notre communauté à travers le monde. Mais la partie est loin d'être gagnée. Elle est loin d'être gagnée, alors on va tâcher de comprendre pourquoi elle est loin d'être gagnée et surtout, on va solutionner tout cela. Alors on y va pour des questions, des réponses et dans une heure, on l'espère, C'est plus clair. c'est plus clair, on y va! C'est plus clair, une émission débat en public. Est-ce qu'il est là, le public? Eh ben alors, voilà. Il est vivant. Il est avec nous. Merci d'être là. Merci d'être là. Faire de la science en français, pourquoi est-ce si nécessaire aujourd'hui? Beaucoup s'interrogent actuellement sur la vigueur du fait français dans le monde de la recherche académique. Un français que l'on dit en perte de vitesse ici au Canada et qui, à contrario, semble plus vigoureux que jamais dans certains pays africains. Alors quel est le dénominateur commun? Quel est le visage et surtout l'avenir de cette science en français si multiple, si diverse, si variée, qui se cherche une raison d'être face à l'uniformisation anglo-saxonne à l'échelle du globe? Alors pour répondre à cette question, avec Catherine Lavoie ainsi qu'avec la rédactrice en chef du magazine C'est Sciences, Chloé-Anne Touma, nous allons passer en revue plusieurs solutions avec deux observateurs qui vont nous rejoindre. On commence par celle qui fait figure de pionnière dans le monde scientifique africain, puisqu'elle est la première femme agrégée de sciences politiques au Sénégal, en plus d'être la cofondatrice et la rédactrice en chef de la nouvelle revue Global Africa. Elle dirige le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs d'Afrique et diaspora. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir et d'applaudir Mame Pendaba. On va l'accueillir. Voilà Mame. Tac. Elle va venir avec nous. Merci d'être là, Mame. Merci beaucoup. Bah oui, on peut. Oui, j'entends qui commence à siffler. On peut. Elle vient de loin. Elle va nous le dire. Notre second observateur, ça faisait très longtemps, trop longtemps, qu'on ne l'avait pas vu sur le plateau de C'est plus clair. Donc, on est très, très content de l'avoir avec nous. Une personnalité qui milite depuis des années pour promouvoir la science en français, ici, au Québec et de par le monde. Grand chercheur spécialiste en neurosciences. Il est aussi le président du réseau international de conseils scientifiques au gouvernement. Mais pour nous, il reste le scientifique en chef du Québec. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Rémi Quirion. Salut Rémi. On va s'installer à côté de Catherine. Voilà. Alors, Mame. Ça va bien, Mame? Très bien. Alors, on va parler dans le micro, hein, sinon on ne va pas vous entendre. Et on va vraiment parler proche du micro aussi. Mame, elle m'a dit en arrivant, je me suis un petit peu fatigué, vous m'étonnez, elle arrive de loin. Comme beaucoup d'ailleurs de gens qui sont dans le public, hein. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Rémi, vous, ça fait un peu moins loin. Vous n'êtes pas fatigué, Rémi? C'est loin, Québec. C'est loin, Québec, c'est loin, c'est ça, c'est une autre dimension. Alors, Mame, Rémi, on est au terme de 2 jours de forum, 2 jours de discussion assez intenses, merci, avec plusieurs centaines de représentants des sciences, on l'a dit, et du milieu académique venu du monde entier. Moi, j'ai une première question à vous, Rémi ou Mame. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours de forum? On peut peut-être commencer par Mame. Tiens, Oui. très proche du micro, par contre, Mame. Je retiens que la famille francophone, Encore plus proche, il faut être très très proche, voilà. que Il ne va pas vous manger. la famille francophone a un potentiel extraordinaire, que nous formons une véritable communauté, que des liens sont déjà là, qu'il s'agit de les renforcer, que nous avons énormément de choses en commun et notamment des valeurs en commun. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important pour constituer une communauté scientifique forte qui ne sera pas face à l'anglais en position d'infériorité, etc. Mais nous constituons une communauté forte, riche et importante. Les valeurs, on retient ça hein, de ce que vient de dire Mame. Rémi, quelque chose qui a été retenu? Que j'ai manqué une journée. Ah! Quel mauvais élève! Parce que je devais aller aux études de crédit à Québec. On peut pas être partout. Mais ce que j'ai vu hier, et en revenant il y a quelques minutes seulement,
c'est l'enthousiasme, la frénésie dans la salle, l'intérêt. Donc, je dirais, la science en français, elle ne se porte pas si mal que ça. Alors, c'est ce qu'on va voir. Il y a des belles opportunités de travailler à ce que ça devienne une vraie force partout dans le monde. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer aussi dans le courant de cette émission. Ce forum, il a mis en évidence des pistes de solutions très concrètes qui ont émergé des différents ateliers de travail. Il a été demandé, parmi toutes ces solutions, au public justement du forum, d'en choisir 3. Elles apparaissent ici sur votre écran. Ce sont les 3 solutions qui ont été sélectionnées. Je les cite. Première solution qui a obtenu la plus grande faveur justement des gens du forum. Une politique des universités et des organismes subventionnaires en faveur de la science en français. Donc, on essaie de mobiliser les universités et les organismes beaucoup plus. C'est la première des solutions qui est proposée. La deuxième solution, c'est une plus grande reconnaissance des publications francophones avec une évaluation des étudiants et des chercheurs. C'est la deuxième solution. Et la troisième, enfin, vulgarisation et activité de communication grand public en français. Parmi ces 3 solutions, Mam, Rémi, laquelle vous paraît la plus prioritaire ? Ne me dites pas les 3, hein, sinon on va pas être content. Mam, il faut choisir. Je choisis la première aussi. La première, la politique des universités. Politique. Il faut des politiques scientifiques fortes, déterminées, engagées sur la longue durée à valoriser le français comme langue de recherche. Et sous-entendu, organismes subventionnaires, il faut des subventions, il faut des moyens. Il faut financer. Rémi. Pour moi, je pense à d'où vient mon salaire. Il vient de chacune d'entre vous. Les contribuables. Il vient du public. Donc, vraiment expliquer ce que l'on fait dans la langue du Québec, dans la langue de la France, des pays africains. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça. Vraiment, le lien, plus de liens, beaucoup plus fort avec nos concitoyens et concitoyennes. Avant de rentrer dans le détail de toutes ces solutions, de tous les enjeux qui les sous-tendent, on précise que chaque C'est plus clair, en partenariat avec les fonds de recherche du Québec, se donne pour mission de mettre en lumière l'un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans cette émission consacrée à la promotion d'une science en français, nous allons tenter de répondre ensemble à l'objectif 4 qui vise à obtenir une éducation de qualité pour améliorer la vie des gens. Et pour alimenter nos réflexions, Philippe, nous allons découvrir d'autres solutions complémentaires à celles qui ont été évoquées récemment et à 3 défis majeurs que nous avons identifiés. Tout d'abord, comment faire rayonner la recherche dans sa diversité grâce au français sera notre premier thème. Le deuxième, nous verrons comment la langue française permet de mieux vulgariser la science auprès du grand public. Et finalement, comment créer un réseau de talents puissant et solide en recherche grâce au français sera notre dernier thème. Eh bien, démarrons la réflexion collective avec notre premier thème. Comment faire rayonner la recherche scientifique dans toute sa diversité grâce au français? 20 minutes sur le sujet. Philippe, on se tourne tout d'abord du côté de Chloé-Anne Thomas, rédactrice en chef du magazine C'est Science. Chloé-Anne, il existe des ressources disponibles pour promouvoir et accéder à la publication scientifique francophone. Mais, à ton avis, est-ce qu'il y en a assez? Ben écoute, merci Catherine. Ben c'est très juste. On a des ressources. C'est certain qu'au Québec, les fonds de recherche du Québec soutiennent quand même pas moins de 59 revues scientifiques francophones. Donc ça, c'est une chose. Puis on a accès à la littérature scientifique au travers de différentes plateformes. On a la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, donc on connaît sous l'acronyme BANC. Donc 14% du contenu est rendu accessible sous format numérique. Et on a diverses plateformes comme Érudit. On a aussi les universités. On peut penser en France aussi à des plateformes comme celle de Percé, qui offre un accès libre à quand même près d'1 million de documents scientifiques, incluant de la recherche sociale aussi. Mais, Chloé-Anne, il y a quand même un fait qui persiste de toute la littérature scientifique qui est issue de la recherche francophone. Il faut bien reconnaître que la majorité reste publiée en anglais. C'est un fait et on a des chiffres pour illustrer ça aussi. Si on prend l'exemple en fait des universités, des établissements francophones, bien, on a seulement 21% de la documentation scientifique qui est disponible en français. Donc, bon, c'est un peu snobé dans le milieu de la recherche universitaire et ça nous vient du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, donc LIR, qui nous apprend aussi, dans un récent rapport, que seulement un enseignant universitaire sur 2 considère que c'est important de publier en français. Donc, on se rend compte du portrait puis un peu du ressenti des enseignants. Il y a du chemin à faire. Merci Chloé-Anne. Peut-être une réaction, Rémi, même à ces chiffres qu'on vient d'entendre qui
qui démontre quand même l'ampleur du problème, notamment ici au Québec. Mam, quelle réaction par rapport à ça? En réalité, une photographie mondiale. En Afrique, nous avons exactement les mêmes proportions. L'écrasante majorité de la production scientifique est faite en anglais. Le français, même si la langue française est extrêmement importante et parlée dans plus de 20 pays, le français n'est pas vraiment la langue de la recherche et de la science sur le continent. Et il y a des choses, vraiment, un effort important à faire de ce point de vue-là pour équilibrer les choses. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, on sait qu'il y a de la vigueur, effectivement, dans la langue. La langue française est parlée, mais par contre, pas assez en sciences. C'est ça le même constat. Ça, c'est intéressant. Rémi? Oui, moi, peut-être je vais revenir aux discussions qu'on a eues, surtout hier, comme je disais que j'étais ici. Oui, c'est vrai, la langue de la science, c'est beaucoup l'anglais. Mais ce qu'on a essayé de faire dans le forum au cours des 2 derniers jours, c'est pas le français contre l'anglais, c'est de parler d'équité en termes de langue des sciences. Donc, vraiment de dire, bon, pour les communautés locales, on utilise la langue locale. Dans notre cas, le français, ça pourrait être espagnol, ça pourrait être une autre langue. Donc, on n'est pas contre l'anglais. On est de donner davantage de valeur aux publications scientifiques en français. C'est vrai au Québec, c'est vrai en Afrique, comme ça vient d'être dit, et en Puis Europe on aussi. a un autre chiffre C'est aussi pas qui est, pour rebondir à ça, parce qu'on parle de valeur, de hiérarchisation des publications scientifiques. Je pense que c'est important de mentionner que dans la grande francophonie, puis ça nous vient en fait d'Abdelmajid Benamara, qui est le secrétaire général de la Fédération des conseils arabes de la recherche scientifique. Seulement 55%, c'est bien là, mais de recherche scientifique francophone est publiée dans des revues de qualité A. Et la majorité, c'est en anglais. Donc ça veut dire qu'on considère que les revues de qualité A sont en anglais. Merci Chloé pour la précision et je rebondis sur ce que disait Rémi, ça veut dire qu'il y a un changement de mentalité à faire, ça veut dire qu'il faut plus de proactivité et effectivement se considérer comme chanceux quand on peut l'exercer en français. C'est ce qu'on va voir, c'est intéressant, c'est intéressant. Effectivement, Philippe, je te propose d'accueillir sur le plateau Sophie Montreuil, directrice générale de l'ACFAS, et Nathalie Trash-Temen, présidente de l'Université Sorbonne. Eh bien oui, on peut les applaudir, merci. Merci Nathalie, merci Sophie. Alors, il y en a une qui joue à domicile, c'est Sophie, et une qui nous vient de Paris, c'est Nathalie. Alors, je vais commencer par Sophie Montreuil. Oui. L'ACFAS fête cette année 2023, donc c'est 100 ans. Oui. L'ACFAS, donc c'est pour Association canadienne française pour l'avancement des sciences. 100 ans à promouvoir le fait français scientifique au Canada. 100 ans, ça permet de prendre du recul. Justement, en 100 ans, est-ce qu'on peut considérer, que vous considérez que le Canada fait figure de bon élève, justement, dans cette francophonie scientifique? C'est une grande question. L'ACFAS, c'est 100 ans. C'est assez rare pour une organisation d'avoir 100 ans. Certes, ça se mérite. Et une particularité importante, c'est que la mission de l'ACFAS est la même depuis 100 ans. Favoriser, encourager les sciences en français, la recherche, l'innovation et la culture scientifique. Il faut penser que les créateurs de notre organisation, en juin 1923, étaient visionnaires. Vous m'étonnez. On recule dans le temps, là, le Québec n'était pas où il en est aujourd'hui. Et ils se sont dit, à ce moment-là, il y a des chercheurs à Québec, dans la ville de Québec, il y a des chercheurs à Montréal. Ce serait peut-être une bonne idée de les réunir, de les fédérer, les chercheurs francophones, pour donner une voix plus forte à la recherche en français il y a 100 ans. Alors, 100 ans après, est-ce qu'elle est forte, cette voix, Sophie? Elle est forte. Je retiens le mot de Rémi qui est revenu aujourd'hui avec nous et qui a dit « Je sens l'enthousiasme, la fébrilité ». Elle est très forte. Elle a des devoirs à faire. Elle a des défis à relever à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada, à l'échelle de la francophonie internationale, mais elle a des leviers et il y a des solutions concrètes qu'on doit trouver. Certaines ont été énoncées aujourd'hui et qu'on doit mettre en place rapidement. Alors Sophie, il y a quand même des chiffres qui font quand même mal, et c'est vos chiffres d'ailleurs, c'est les chiffres de l'ACFAS. Vous avez publié un rapport en 2021, il faut le rappeler ce rapport, il était important. Le rapport, il met en lumière qu'il y a la place du français dans la recherche, il est en déclin presque partout.
Ça, c'était en 2021. Est-ce que 2 ans après, on fait le même constat? Je ne crois pas que ça se soit amélioré. Il Ouais. faut quand même le dire. Il faut envisager la situation, Rémi le dit, d'une autre façon. On n'est absolument pas à la face, et je pense parmi les invités ici, en confrontation avec la recherche qui se fait en anglais. Il doit se faire, sur l'échelle de la planète, de la recherche dans toutes les langues. Ça, c'est clair. C'est un acquis. L'anglais domine. Et l'anglais domine depuis plusieurs décennies. La tendance a commencé dans les années 1930. Après la guerre. De penser qu'on va renverser la tendance en quelques années, c'est utopique. Donc, on abandonne cette idée. Par contre, on peut voir le verre à moitié plein. Il se fait de la recherche en français, il se fait des publications en français. On en veut davantage et on veut qu'elles rayonnent davantage. Misons sur des incitatifs qui vont parler à des chercheurs aguerris, à des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses qui pourraient hésiter à publier en français ou à faire un travail en français. Misons sur des incitatifs qui vont les convaincre parce que c'est absolument nécessaire, parce que c'est pertinent, parce qu'ils vont avoir du crédit et du rayonnement. Misons sur des incitatifs qui vont leur faire prendre la décision d'aller vers le français. Donc il faut mobiliser, il faut sensibiliser pour renverser effectivement une situation qui fait qu'aujourd'hui le verre est plutôt à moitié vide. On est bien d'accord. Pour freiner le déclin, on ne pourra pas le renverser, mais on peut le ralentir et on peut agir. Merci. Catherine. On a compris en entendant les chiffres aussi de Chloé-Anne que les articles scientifiques francophones sont largement publiés dans les revues anglophones. Ici, au Québec, les FRQ soutiennent les 59 revues scientifiques francophones. En France, Nathalie, j'aimerais savoir, qu'en est-il? Est-ce que les revues scientifiques francophones, notamment celles de votre illustre institution, la Sorbonne, arrivent à rivaliser avec les grands commerciaux éditeurs anglophones? Faites-nous pas rougir, nous, les Québécois. Hein. Mais non. Ah, non, je ferai c'est rassurant, rougir ça. personne. Non, alors effectivement, en France, on n'a peut-être pas cette structuration aussi forte. D'ailleurs, quand vous avez posé la question de bon élève, je crois qu'on peut le dire. Alors, le Québec ne peut pas le dire, mais la France peut dire. Je pense qu'en matière de sciences en français, le Québec fait énormément de choses. Donc, en France, on n'a pas cette structuration et ce portage assez global des revues françaises. Bien sûr, on en soutient à travers des financements publics. Je pense que on l'a fait, mais à travers une autre chose dont on a beaucoup parlé aussi pendant ces 2 jours, c'est la science ouverte. En fait, au niveau de l'État, de la France, on a beaucoup plus soutenu, les institutions ont beaucoup plus soutenu la science ouverte. Donc, on a développé des portails de revues ouvertes, notamment en SHS, ce qui permet, parce qu'on sait que c'est quand même les disciplines qui sont le plus publiées en français, qui permettent de diffuser davantage la science en français. Et puis on a une plateforme nationale qui s'appelle HAL, qui est une plateforme de publication ouverte et où on a un taux maintenant extrêmement fort d'ouverture des publications. En France, on doit être autour de 70 à 75% de notre production ouverte d'une façon ou d'une autre, et en partie sur HAL. Et je pense que l'ouverture des publications est un élément important de diffusion de la science en français. Alors, sans rivaliser, peut-être, on verra plus tard sur des classements ou autres, mais sur la diffusion, je pense que l'ouverture de la science est une bonne chose pour la science en français. C'est rassurant. Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose? Non, et je ne pense pas que quand on parle de déclin et d'arrêter le déclin, il ne faut pas parler de ça. L'idée, c'est on remonte. Ah non, c'est ça. Il faut partir d'un constat. Il faut quand même partir d'un constat. On est bien d'accord. On est là pour mobiliser. Par contre, je me posais cette question parce que, en vous écoutant, Sophie, à quoi bon aujourd'hui faire de la science en français quand on sait que la langue finalement reconnue par un grand nombre de personnes dans la science, c'est l'anglais? À quoi bon s'arracher, s'emmouracher d'une langue, certains diraient, alors que finalement, on peut considérer, comme l'allemand l'a été à un moment donné dans une certaine époque, Et comme le français l'a et comme été. le français l'a été, pourquoi revenir au français? Pourquoi? À quoi bon? J'aimerais vraiment faire un tour de table là-dessus rapidement, s'il vous plaît. Sophie, elle est Ok. mobilisée, elle est motivée. Rapidement. Avant de publier en anglais ou dans une langue, on fait de la recherche. Les chercheurs font de la recherche partout sur la planète. Pourquoi font-ils de la recherche? Pour faire avancer les savoirs,
pour faire avancer l'humanité, pour faire avancer le bien-être des populations, leur confort, pour faire avancer la résolution des grands enjeux de société. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. C'est pour que notre avenir soit meilleur. OK. Dans certains cas, on peut vouloir, quand on est un chercheur, s'intéresser à une problématique locale ou régionale. Et c'est tout à fait légitime. On n'est pas obligé, quand on est chercheur, de s'intéresser à une question internationale. On peut le faire. On n'est pas obligé. On a le droit de s'intéresser à un problème local, régional ou national. Si je suis au Brésil, si je suis au Québec, si je suis dans un pays scandinave, il se peut que la problématique locale que je veuille étudier, ça soit pertinent de l'étudier dans la langue où elle est vécue. Mais là, je vais vous prendre au mot, Sophie. Oui. Dans ce cas-là, pourquoi même dans certains pays d'Afrique, on ne le fait pas dans les langues, certains dialectes, plutôt que le français? C'est moi qui réponds ou c'est elle qui répond? Bah là, vous nous lancez sur le particularisme. J'aimerais quand même avoir cette réponse-là. La première chose que je dirais, c'est que ce ne sont pas des dialectes, ce sont des langues. Des langues. Merci. Déjà. Et Elle a raison. Et ces langues-là sont effectivement porteurs d'un univers. Quand la manière de questionner le même objet peut drastiquement changer selon la langue. Elle a raison. C'est des univers, c'est des mondes. Et donc, plus on parle de langue, plus on a des questionnements qui sont enrichissants, qui sont importants, qui sont complexes. Et c'est pourquoi on parle de langue au pluriel et de richesse. Le monolinguisme, c'est une monoculture. On finit par... Un appauvrissement. C'est exactement ça. C'est un appauvrissement et la richesse, le dynamisme, la complexité réside dans la maîtrise d'une ou de plusieurs langues. Je comprends. Là, vous êtes en train de nous dire, puis j'aimerais bien entendre Rémi et Nathalie là-dessus. En gros, il faut faire parler les langues, la diversité des langues. En gros, c'est ça. C'est pas, on défend pas le français pour être cocardier. On fait... Et je vais le dire en Rémi. québécois, là. Ouais. Si vous essayez d'écrire des articles scientifiques en français, vous allez trouver ça difficile, mais ça va être tellement le fun que vous allez en prendre goût. Vous avez une dépendance à la langue, parce qu'on peut s'exprimer beaucoup plus dans le détail lorsque c'est notre langue maternelle. 2 mots-clés pour moi, équité. Encore une fois, je reviens là-dessus. Concitoyens ont le droit de comprendre ce qu'on fait dans la langue de la région, dans la langue du pays. L'autre, la souveraineté scientifique. Si on veut avoir une souveraineté scientifique, il faut faire ça dans notre langue. Ouais, ça c'est un thème qui vous est cher, Rémi. Nathalie, vous souscrivez à cette notion de souveraineté scientifique? Oui, tout à fait. De culture, d'identité, comme on en a parlé, de développement locaux, territoriaux, et puis aussi d'engagement citoyen et de pouvoir faire participer les citoyens, les plus jeunes, les décideurs publics et privés, on l'a dit, à la science, à la construction de la science via les sciences citoyennes, les sciences participatives. Donc ça aussi, pour faire ça, il faut utiliser la langue parlée des citoyens pour pouvoir développer cette approche de la science collective. Et puis on comprend à vous entendre que la notion de données ouvertes, de science ouverte est très importante à vos yeux. Catherine? Oui, j'aurais une question pour Sophie. Au Canada, est-ce qu'on a un défi supplémentaire pour la recherche en français du fait qu'on est dans un contexte minoritaire? Oui, je corrige un peu. Le Canada est un pays officiellement bilingue. Il a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Être un chercheur... Officiellement, on est d'accord. C'est une loi. D'accord. Et sans porter préjudice aux autres langues qui sont parlées dans notre beau pays. Un chercheur ou une chercheuse qui fait de la recherche en français dans un établissement universitaire au Québec a une réalité. La même personne projetée dans un établissement unilingue anglophone, bilingue, campus francophone dans une des provinces de l'Ouest vit une réalité complètement différente. Et ça signifie des défis qui ne sont pas les mêmes par rapport à ses collègues francophones au Québec et par rapport à ses collègues anglophones. Il n'a pas, à l'heure actuelle, les mêmes conditions d'exercice de son métier. Et ça, c'est inacceptable.
Vous n'avez pas C'est cette... plus facile en France. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est plus facile en Quoi français. qu'il y a le breton, il y a, Il y a le voilà. il y a le breton. C'est pas des dialectes non plus, hein. C'est des langues, hein. Et sinon ils vont me taper sur les doigts les Corses et les Bretons et les Basques. Alors, on va peut-être aller juste dans le public. J'imagine qu'il y a des questions ou des réactions. Je sais que derrière là, ça parle, ça jase. C'est ça aussi, hein, la science en français. Ça communique, ça fait du réseau. Moi, je suis à côté d'un député, Maxime Blanchette-Jonca. Vous avez forcément entendu parler de lui il y a quelques jours. Il a publié une lettre ouverte dans plusieurs médias appelant, je cite, à plus de présence aussi de la science en français et se désolant même, je vous cite, d'une sourde agonie du français en sciences. Expliquez-nous pourquoi cette agonie et quand vous entendez ce qu'on est en train de dire, est-ce que ça vous rassure? Bon, ben, tout d'abord, je me permets quand même. Je vais prendre le micro. Parfait, merci. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, hein, je n'aurai peut-être pas assez de temps. Je vais me limiter. Hein. Au Parlement, vous savez, on est habitué de parler. Alors, écoutez, je me permets tout de même de sortir un peu de l'effet de complaisance. Vous savez, on ne fait pas de la science en français par confrontation. On le fait pour l'affirmation. Quand on veut s'affirmer, c'est le respect de nous-mêmes, de notre identité. Et notre identité, c'est être soi-même. Et ici, au Québec, nous avons une seule langue officielle, c'est le français. Au Canada, bon, ça a été évoqué un peu plus tôt, nous avons 2 langues officielles. Et je me permets quand même de renchérir sur les propos qui ont été mentionnés auparavant. On reconnaît le français et l'anglais comme 2 langues officielles. Cependant, nous faisons présentement des travaux à la Chambre des communes, donc au Parlement canadien, le projet de loi C-13, qui est la modernisation de la loi sur les langues officielles, d'accord? Et 60 ans après cette loi-là, c'est la première fois que nous la modernisons, nous reconnaissons enfin le français comme une langue scientifique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chemin à faire. Donc, le constat est assez catastrophique. Et je me permets quand même, bien sûr, d'aller vers votre question. Vous savez, présentement, moi, j'ai été l'instigateur d'une étude au comité. Je suis le vice-président du comité permanent de la science et de la recherche à la Chambre des communes. C'est ça. D'accord? Au Parlement fédéral. L'étude nous démontre très clairement, c'est assez unanime, selon les différents témoins, des experts. Monsieur Quirion est venu au comité, les gens de l'ACFAS, que je remercie de leur collaboration énormément, et bien sûr du forum qui a été créé aujourd'hui avec le Fonds de recherche du Québec. Donc, mais Maxime, notre scientifique en chef, il nous parle de souveraineté scientifique. Exact. Vous êtes d'accord avec Tout ça? à fait. On est en lignée. Donc, vous savez, pour une nation comme celle du Québec, pour avoir les principaux leviers de sa destinée, il faut avoir la maîtrise de la science. Et ça passe par, bien sûr, les connaissances, le savoir. Et il faut faire la transmission du savoir dans notre langue. On est tous d'accord avec ça, Maxime. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour mobiliser? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour mobiliser? Parce que ça ne suit pas. Là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait qu'on mobilise. Première chose, il y a des bonnes choses qui ont été mentionnées un peu plus tôt. On a parlé d'incitatifs. Oui. Présentement, au fédéral, le constat est assez clair. Il n'y a pas de valorisation de la publication scientifique en français. C'est-à-dire, un chercheur qui souhaite faire une publication, une recherche en français, elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas de portée de rayonnement. Il faut comprendre qu'on prend en considération dans les organismes. Donc, il faut la carotte, il faut la subvention qui viendrait plutôt privilégier ceux qui publient en français. Je vous donne l'exemple concret, d'accord? Vous savez, en littérature au Canada ou encore dans le monde audiovisuel, il y a des programmes donc, de financement qui sont octroyés pour le contenu francophone. Mais ça par le biais du Fonds des médias canadiens. Oui, oui, exact. Ou encore le Conseil des arts ou Téléfilm Canada. Mais donc on devrait avoir ça en sciences. Je vois qu'il acquiesce, notre scientifique. Ça n'existe pas en sciences. Ouais. Alors, il n'y a pas de valorisation. Ça, c'est un exemple concret. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut s'assurer également, je vous dirais, d'avoir le même équité. Ça a été nommé tout à l'heure. J'ai été fortement confronté devant le fait que les taux de succès dans certains organismes qui octroient le financement de la recherche à l'échelle fédérale, qui ne sont pas équitables selon les demandes de subventions en français ou en anglais. C'est-à-dire que les taux de succès pour certains chercheurs francophones ou anglophones qui font des demandes en anglais est supérieur à ceux qui font des demandes en français. Alors déjà là, le constat est assez frappant. Il va falloir corriger cette situation. Je reprends mon micro. Je vous remercie, Maxime. Merci beaucoup on a eu des exemples concrets. Est-ce que j'ai... Rémi voulait réagir. Non, seulement dire que moi, j'ai toujours eu pas mal une tête de cochon, comme on dirait au Québec. Tête de cochon, on aime ça. Donc, moi, j'écrivais mes demandes de subvention au fédéral en français, puis je leur disais, c'est leur problème de trouver des reviseurs. J'ai toujours eu mes subventions. Donc, eh ben voilà. C'est de l'arrêt de la manière, comme on dit. Merci. On va vous remercier, Sophie Montreuil, Nathalie Drage-Temam, d'avoir été avec nous, et on les applaudit, s'il vous plaît. Eh bien,
Poursuivons la réflexion collective avec notre deuxième thème. Comment la langue française permet de mieux vulgariser la science auprès du grand public. Tiens, un thème cher, justement, à notre scientifique en chef aussi. 20 minutes sur le sujet. Pour commencer sur le sujet, Chloé-Anne, on commence à avoir plusieurs défis à relever pour faire passer le message scientifique en français, notamment auprès des jeunes. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est effectivement le groupe où on remarque qu'il y a ce problème-là, où c'est plus difficile peut-être, auprès duquel c'est difficile de vulgariser la science parce qu'on a beaucoup d'intermédiaires. Et étant donné que d'abord l'anglais est la langue qui domine aussi les contenus sur le web, bon, il y a une influence, c'est certain. Et on est tenté de faire ces recherches en anglais pour avoir accès à plus d'informations. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'ils font beaucoup leurs recherches en anglais sur les moteurs de recherche. Il y a un sondage léger qui indique que 48% des jeunes Québécois font leurs recherches seulement en anglais sur les moteurs de recherche. Et puis force est de constater, Chloé-Anne, que l'autre type de contenu auquel on est de plus en plus exposé, notamment les jeunes, c'est du contenu qui contribue à la désinformation. Ben, c'est un peu les exemples qu'on a. C'est le deuxième défi et constat, donc la désinformation et la mésinformation qui pullulent souvent sur le web. C'est typique du numérique. Et sous un format particulier auprès des jeunes, à titre d'exemple, on a un sondage qui a été mené en 2021 par la Fondation canadienne pour l'innovation, en partenariat justement avec l'ACFAS. Et on s'est rendu compte que parmi les jeunes Canadiens de 18 à 24 ans, en 2021 justement, 73% d'entre eux suivaient au moins un influenceur qui véhicule des idées considérées comme étant anti-scientifiques. Encore faudrait-il avoir accès aux critères là, qui ont permis de déterminer ça, mais c'est le constat. Merci Chloé-Anne, un constat évidemment qui encore une fois mérite de prendre la balle au bond. Justement, les jeunes, ils sont confrontés clairement à de la désinformation qui pullule sur les réseaux sociaux. On parlait d'accès au grand public, les influenceurs également qui sont appelés en renfort. Comment on peut prendre cette chose-là, comment on peut essayer d'enrayer un phénomène qui semble quand même nous dépasser? Rémi, pour commencer. Il y a des besoins de meilleure connaissance, besoin de faire plus de recherches, essayer de comprendre les phénomènes un peu plus. Mais pour moi, très souvent, et je vois Paul, la sous-ministre ici, là, de l'enseignement supérieur et à l'éducation, donc c'est vraiment une question de littératie scientifique et de littératie numérique. L'éducation. L'éducation, vraiment d'être capable. Comment ça fonctionne, les réseaux sociaux? Presque dès l'âge de 2-3 ans, les jeunes jouent avec des tablettes et tout ça. Fait essayer de faire comprendre comment. C'est pas parce que c'est le premier, le deuxième. Lorsque tu mets un mot-clé sur Google, le premier, deuxième sort, que c'est vraiment la vérité, là. Très souvent, non. C'est même l'inverse. Donc ça participe beaucoup à la désinformation. Mais je pense qu'il faut augmenter de beaucoup la littératie scientifique. On parle des jeunes, mais c'est vrai de tout le monde. Dans nos sociétés, très, très important, littératie scientifique, littératie numérique. Si on n'a pas littératie numérique dans quelques années, les gens vont être complètement largués. Là. Et là, on nous parle d'une société de vieux. On est des vieux au Québec. Au sourd du côté de l'Afrique, qui est un continent très jeune. On sait que l'avenir de la francophonie, il est chez vous. Mais justement, les jeunes, ils ont accès à ces petites bibites qu'on appelle des mobiles, des téléphones, en grand nombre. Justement, Exactement. vous constatez la même chose, j'imagine, que ce qu'on constate malheureusement ici. Malheureusement, il y a beaucoup de cela. Et je pense que le principal remède par rapport à ce phénomène, c'est vraiment essayer d'inculquer l'esprit critique et la pensée critique et la pensée complexe très tôt. Ne pas se contenter de vérité absolue, de simplification à outrance, apprendre aux gens à eux-mêmes évaluer, checker, Voilà. On coupera ça au montage, hein. Que là, on va se faire taper sur les doigts. Revérifier et avoir pour un même besoin de connaissance, aller vraiment chercher des informations contradictoires. Ça, je pense que c'est très important d'une manière générale. Et c'est ce phénomène d'infodémie, de fake news, etc. Chez nous, ça prend des ampleurs qui sont assez désastreuses. Ça a vraiment, c'est en train de déstabiliser beaucoup de choses, y compris des formes de cohésion sociale qui étaient bâties sur un monde hanté ou pré-numérique. Donc, c'est un vrai enjeu. Développer l'esprit critique. Et là, on fait appel, attention, pas la solution facile que les professeurs et les maîtres d'école qui sont appelés en renfort. Les parents sont aussi responsables de ça. Catherine. Effectivement, Philippe, je te propose d'accueillir sur le plateau Gérald
Pelletier, directeur de Data Franca, et Mélissa Guillemette, rédactrice en chef de Québec Science. On les applaudit. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un du monde avec nous, là, derrière? Eh ben, ils applaudissent plus. Voilà, ils sont en train de réseauter. On va leur faire appel tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être sur le plateau. On va peut-être commencer avec une petite question. En fait, j'aurais une question pour vous, Mélissa Guillemette. Vous qui êtes à la tête de la rédaction d'un média scientifique les plus anciens et aussi les plus consultés au Québec. Est-ce que la presse demeure le bon outil de vulgarisation à privilégier pour amener la science et les projets de recherche auprès du public francophone? Dites-nous oui, Mélissa. Oui, c'est sûr que je vais dire oui. Mais en fait, tous les canaux sont bons, là. Moi, je trouve que tous les canaux, si les scientifiques veulent être dans l'espace public, oui, tous les canaux sont bons. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup entendu ces 2 derniers jours, on parle beaucoup de la science pour les citoyens, la science pour les collectivités apprenantes et tout ça. Mais en fait, pour avoir une belle démocratie, pour que la science parvienne au public, mais il faut aussi avoir des médias scientifiques comme Québec Science. C'est vraiment, vraiment important parce que c'est pas vrai que la majorité des Québécois et des Québécoises va aller lire la littérature scientifique, même si elle est en français. C'est pas accessible, c'est pas facile. Et donc, il faut qu'il y ait des médias, des journalistes scientifiques qui sont là puis qui peuvent amener tout ce qui est autour, qui viennent raconter l'histoire au complet. Et Mélissa, il faut aussi le préciser, les journalistes qui travaillent chez vous, les journalistes qui travaillent dans les médias scientifiques, ce sont des passeurs, ce sont des transmetteurs. C'est facile de pouvoir parler de science, de faire mais il faut aussi prendre du recul. L'esprit critique dont vous parliez, Mme, c'est ce que vous faites dans les médias. Donc c'est bien de le souligner. Il y a d'ailleurs des magazines jeunesse de sciences au Québec. On en a plusieurs. Les petits débrouillards. Abonnez vos enfants, abonnez vos petits-enfants. Ça fait partie de développer cet esprit critique. Merci Mélissa, parce qu'en plus, les enfants, surtout à un certain âge, ils sont extrêmement intéressés par la science. Ils ont envie d'apprendre, ils ont envie... Vous savez quel est le premier vecteur de science pour les enfants? C'est YouTube. C'est YouTube. Alors, on a intérêt effectivement à ce que les médias fassent leur rôle. Gérard Pelletier, avec votre plateforme Data Franca, qui contribue au développement, on le précise, et à la diffusion du vocabulaire français de l'intelligence artificielle et de la science des données, vous êtes devenu le plus grand lexique français et francophone, j'ai presque envie de dire, en la matière. À qui s'adresse votre plateforme? Au grand public ou aux spécialisés? La plateforme de 6000 termes, c'est pour les spécialistes. La plateforme de 101 mots en intelligence artificielle s'adresse à toutes les personnes qui sont curieuses, qui sont préoccupées, quelles que soient les questions. Ça peut être des questions éthiques, parce que les applications en intelligence artificielle touchent tout le monde. Que ce soit un adulte ou un enfant, tout le monde est touché. Et on parlait des journalistes. C'est un outil qui s'adresse aux journalistes, qui s'adresse aux chercheurs. Nous, on a donné et on a vendu quelques livres. Bon, on ne venait pas ici pour vendre. On a fait un spécial, puis on n'en vendait pas, mais on a donné vous êtes beaucoup. un bon vendeur, vous êtes un très bon vendeur. Ben, c'est bien, on Gérard. était là pour Bravo. donner de toute façon. Comme me dit ici au Québec, bel job. Vous avez fait une belle job. Moi, comme je suis MBA, je savais que j'en vendais pas beaucoup. Alors, mais j'étais pas là. Modeste, On était là modeste. pour ça. L'important, c'est que ce type d'outil, parce que je fais une parallèle, si vous permettez, sur le premier thème. Écrire en français, c'est absolument essentiel, parce que la vision que vous avez est complètement différente de celle de l'anglais ou de l'allemand. Ça, c'est le premier point. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui existent qui permettent la rédaction en français de recherche, aussi pointue soit-elle, et il y a des outils qui permettent de traduire, appuyés par l'intelligence artificielle, d'adapter. Je ne parle pas de traduction mais il faut que ça soit relu par des traducteurs, parce que le chercheur ne connaît peut-être pas l'autre langue, mais il faut qu'il y ait des traducteurs qui corrigent. Parce que l'intelligence artificielle, il ne faut pas l'oublier, c'est ni intelligent, c'est pas artificiel. Mais chez vous, Gérard, on ne parle pas de traduction. Vous êtes d'adaptation. Vous êtes dans l'adaptation, c'est ça. Et ça prend des lexiques pointus pour tout le monde, pour les chercheurs comme pour les journalistes qui peuvent poser des questions et faire des recherches sur des vrais sujets. Sur des vraies thématiques. Catherine? Mais j'aurais une petite question. Data Franca, ça pourrait pas être le genre d'outil qu'on pourrait mettre à la disposition du public, justement, pour l'aider à mieux comprendre le jargon scientifique?
C'est un outil, c'est humblement. Nous, on développe un lexique en intelligence artificielle, on développe un lexique en informatique quantique. On est rendu à 186 termes. C'est pas mal plus, c'est assez compliqué. Moi-même, je comprends pas, mais c'est pas grave. On travaille avec des gens qui sont des spécialistes, c'est le principe. Et on a un lexique aussi en cybersécurité. Parce que ça touche tout le monde. Il va falloir un sur le quantique aussi. Parce que là, je peux vous dire, quand on parle de quantique, là, c'est comme si tu parlais d'une langue vraiment ultra étrangère, là, de Mars. On voit que les jeunes font principalement leur recherche en anglais. C'est les chiffres qui ont été donnés par Chloé. S'abreuvent de contenus qui abordent la science sans nécessairement que ces contenus soient validés par des institutions. Comment faites-vous chez Québec Science, chez Data Franca, pour justement intéresser ce monde scientifique, le jeune public au monde scientifique, tout en permettant de garantir le contenu, ce qu'on appelle les données probantes. J'aimerais vous entendre là-dessus. On commence par Mélissa. D'abord, moi, je suis toujours étonnée quand je regarde les données des abonnés ou des usagers du site web de Québec Science de constater qu'il y a des gens de tous les âges, mais on a des abonnés de 10-12 ans. Là. Ah. C'est quand même quelque chose. Là. Ils sont égarés ou... Je sais pas trop, mais ils ne sont pas deux. Il y en a plusieurs. C'est passionnant, Québec Science. Donc, puis, en fait, même moi, mes enfants, ils ont 5 et 8 ans. Puis, chaque fois que j'arrive avec un nouveau numéro, on passe au travers, je leur explique tout, puis ils sont super intéressés. Donc, arrêtons de penser que les sujets scientifiques, ou techniques n'intéressent pas les jeunes. Non, ça, c'est pas vrai. Puis après, la façon de le faire, les journalistes scientifiques, c'est notre spécialité de rendre les sujets très, très, très intéressants, d'en faire des belles histoires, des récits, de décrire les choses, d'avoir des images, des visuels. Donc, c'est une spécialité. Puis, en fait, oui. Mais c'est une spécialité qui est difficile à trouver aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on manque de vulgarisateurs, on manque de journalistes scientifiques. Oui, il n'y en a pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de postes non plus de journalistes scientifiques au Québec. On a des très bonnes émissions, de très bons magazines, mais ça reste qu'on se connaît tous. Là. On pourrait organiser un souper, toute la gang ensemble, puis ça rentre dans la cuisine. Il n'y en a pas plus au Canada anglais. Non, c'est vrai, effectivement. Privilégié au Québec. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est ça, c'est sûr. Donc, les journalistes sont le vecteur justement de cette connaissance qui est apportée et de la précision qui peut être apportée. Chez Data Franca, même chose. Je suis entièrement d'accord avec cela. Moi qui ai 5 petits garçons, ils lisent vos revues et ils ont appris et ils s'en vont en sciences. Mais bien sûr, leur père a une maîtrise en mathématiques pures, ça aide. Mais ça aide. Ça aide un peu. C'est comme Obélix, ils sont tombés dedans. Il y a un intérêt. Ouais. Et ça commence comme ça. La recherche, on parle de science en français, ça commence à 6 ans, à 5 ans. Pour de la science partout, tout le temps, pour tous les âges. Et il y a un petit point que j'aimerais, une nuance que j'aimerais apporter sur les statistiques, parce que je ne suis pas convaincu de... Et moi, je suis comme Churchill, je crois aux statistiques que j'ai préparées moi-même. Alors, c'est parce que je ne suis pas convaincu que les jeunes sont hermétiques à la science. Au contraire, j'ai fait un sondage auprès d'une personne. C'est des sondages qui sont très révélateurs auprès d'une personne. Mais enfin, j'ai posé la question à un de mes ados. Est-ce que dans ton groupe, est-ce que vous faites de la recherche? Est-ce que vous écoutez? Oui, il y a des YouTubeurs français. Ouais. Il y en a 4. Alors justement, au Québec, il doit en avoir, je l'ignore. Mais il y en a, oui, il y en a mais qui s'adressent aux jeunes. Vous nous amenez sur un sujet, Gérard. C'est intéressant. Je sais qu'on est très pris par la montre et je vais me tourner derrière, mais ça serait important moi, j'aimerais juste vous entendre un petit mot, Mam, sur la réalité, justement, au Sénégal. On parle des médias scientifiques. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a suffisamment ou pas? On a un réseau des journalistes scientifiques francophones qui est là, qui se bat énormément. Mais je voudrais juste dire un mot sur la crise de la culture d'une manière générale. Et nous avons des médias, et c'est aussi peut-être en partie aussi votre responsabilité. En tout cas, les médias chez nous sont très concentrés sur des questions qui font le buzz, des questions politiques, économiques, un peu ce que vous voulez. La science n'est pas un sujet important, intéressant pour eux. Parce qu'on la rend peut-être pas intéressante non plus. Mais si on rajoute le fait que nous ne sommes pas formés
informer, à vulgariser, s'il n'y a pas des canaux diversifiés aussi, c'est ce qui explique en grande partie le désastre. Il y a énormément de choses et de collaborations à construire de ce point de vue. Peut-être un mot sur les influenceurs. Moi j'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'il y a des étoiles montantes actuellement, scientifiques, qui sont révélées au jeune public. On parle notamment le médecin résident Mathieu Nadeau-Vallée sur TikTok. D'ailleurs, il a quitté, je crois, la plateforme récemment. C'est des vulgarisateurs qui mobilisent l'attention des internautes. Est-ce que ce sont des ambassadeurs pour vous? Est-ce qu'il faudrait former plus d'ambassadeurs de ce type? Très rapide tour de table, puis après je vais dans le public et je te laisse avec eux. Moi, je dirais que ça se passe très, très vite sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, il y avait un phénomène incroyable. Les gens réalisaient qu'un objet qui n'est pas nécessairement devant un miroir, on peut quand même le voir quand on est dans le bon angle. Puis là, les gens se demandaient comment c'était possible et tout ça. Puis il y a plein de scientifiques ou de vulgarisateurs, de journalistes qui ont décidé de prendre la parole pour expliquer le phénomène de la réflexion avec un miroir. Et donc, un peu tout le monde peut s'improviser. Il y a le pire et il y a le meilleur. Ça fait réagir en tout cas dans le public. Il ne faut pas se gêner pour le faire. Peu importe qui on est. Et si on connaît la bonne réponse, il faut y aller. Il faut se jeter. Rémi. Québec Science, c'est super. Moi, je le lis depuis toujours. Là. Depuis 12 ans. Bien avant toi. Il a même déjà été dans le courrier des lecteurs pour demander un emploi. Il y a longtemps. Mais c'est lui, le renard masqué. Avec les jeunes, on n'a pas le choix. Il faut aussi aller vers d'autres médias. Il faut qu'ils soient engagés là-dedans. Pendant la pandémie, là, je vois Julien là-bas, on a fait COVID jeune, parce que les jeunes ne lisent pas les journaux, ne regardent pas la télévision, n'écoutent pas la radio. On n'était pas capable d'y rejoindre. Donc, on a donné des moyens pour qu'ils fassent leur blog. Puis si on ne prend pas cette place-là, les autres vont les... C'est sûr. Ceux qui ont des mauvaises intentions vont la prendre. Il faut des ambassadeurs. Il faut des ambassadeurs. On va aller dans le public. J'aimerais savoir s'il y a des questions, s'il y a des commentaires qui sont ici. De ce côté-ci, c'est très, très silencieux. C'est très... Ah, voilà, j'ai une question ici. On vient avec le... C'est pas tant une question que pour dire que les jeunes vivent une époque formidable. Ils ont la chance d'avoir des moteurs de recherche comme Google. Ils ont la chance d'avoir maintenant ChatGPT. Ils peuvent poser la question pourquoi le ciel est bleu? Quelle est la circonférence de la Lune? Et ils ont une réponse instantanée. Et après ça, ils peuvent bâtir là-dessus et aller plus loin. Alors qu'à notre époque, on n'avait pas ça. On avait une encyclopédie, un dictionnaire. On cherchait, on tournait les pages. Donc, ils ont cette chance de vivre une époque merveilleuse. Qu'ils en profitent. Merci pour ce message. Je pense que j'ai un petit commentaire. Voilà, ici. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur. Il faut quand même les former et puis consolider leur littératie numérique pour qu'ils soient quand même assez critiques, parce que sur ChatGPT, moi j'ai découvert qu'il était un peu menteur. Hein. Vous n'êtes pas la seule, je pense. Oui, bonjour, Antoine Drouin, titulaire d'une maîtrise en sociolinguistique. J'ai entendu beaucoup parler de la frénésie, l'engouement. Je l'ai vécu pendant le forum aussi. Mais force est de constater quand même une indifférence de la relève des jeunes, des moins de 30 ans qui n'ont pas vécu les grandes revendications linguistiques en français, donc une indifférence par rapport au français. Donc, je crois que l'entreprise de valorisation de la science en français doit s'inscrire dans une entreprise plus globale de valorisation du français tout court. Très bon point. Voilà, vous pouvez applaudir, hein, vous avez raison. Est-ce que j'ai un autre commentaire? Est-ce que j'ai un autre commentaire derrière, là? Je vois que ça jase. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ici? Ah oui, merci. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de commentaires? Ben, rapprochez-vous. Allez, on va vous remercier. En tout cas, on va remercier nos invités de cette deuxième partie, Gérard Pelletier et Mélissa Gaillet, d'avoir été avec nous. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous. Merci. Eh bien, poursuivons la réflexion collective avec notre troisième et dernier thème. Comment créer un réseau solide et innovant de talents en recherche grâce aux Français? 20 minutes sur le sujet. Philippe, on va parler de la grande francophonie scientifique et des opportunités de mobilité, de coopération internationale entre les francophones du monde. Chloé-Anne, est-ce qu'on a une idée de ce qu'elle représente aujourd'hui, cette mobilité?
En tout cas, on en a des indicateurs et quand on parle des jeunes qui sont chanceux, bien, je vais me considérer interpellée. Ça dépend là, de ChatGPT, je ne sais pas, on a besoin d'encadrement et tout ça pour ces outils-là. Puis on se demande finalement, ça sert à quoi de créer, ça sert à quoi d'écrire, ça sert à quoi... On nous dépossède un peu de ces facultés-là. Mais on a quand même des opportunités pour les jeunes, ne serait-ce qu'en mobilité internationale. On sait que c'est très important dans le milieu de la science. Et si on prend à titre d'exemple l'Université Laval, qui est quand même dans une ville très francophone à Québec, 14 % de son effectif étudiant est de profil international et ces 2/3 parlent français, donc ils sont francophones. Et le vice-recteur adjoint aux affaires internationales et à la francophonie, Yann Simon, indique que l'université et ses universités partenaires, là, dans le cadre du programme d'échange international, reçoivent chaque année environ 1 millier d'étudiants issus de la mobilité, donc par université. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des incitatifs, Chloé-Anne, qui permettent d'attirer ces étudiants vers ce type de programme? Bien, c'est certain que c'est un incitatif, le fait qu'on ait sur son diplôme une mention qui atteste des compétences interculturelles qui ont été acquises. Donc ça, c'est un modèle qui est de plus en plus repris par les universités parce que ça attire la relève. Ces échanges, est-ce qu'ils sont considérés comme une richesse, une valeur ajoutée par les universités francophones? Bien, Philippe, c'est sûr que c'est reflété par déjà les directeurs d'université, les dirigeants, parce que l'Agence universitaire de la francophonie, donc l'AUF, indique, puis ça regroupe 1000 universités, grandes écoles, réseaux universitaires, centres de recherche dans 115 pays. Fait qu'ils savent de quoi ils parlent. Dans le livre blanc qui est sorti sur la francophonie scientifique de 2021, on indique que pour 68 % des dirigeants universitaires de la grande francophonie, la priorité, c'est vraiment l'internationalisation et la coopération internationale sur les projets scientifiques. Et Chloé-Anne, a-t-on des exemples de régions dans le monde qui participent justement à ces échanges? Bien, c'est sûr qu'on entend parler de l'Afrique. On sait que tant au nord que dans le sud, il y a vraiment des talents qui veulent se déployer un peu partout dans le monde. Ils choisissent de se former à l'étranger, dans des pays francophones, pour la science notamment. Puis la France reste vraiment le premier pays de destination des étudiants subsahariens, accueillant 14 % de sa population étudiante mobile, donc quand même. Et autre fait intéressant, on ne parle pas beaucoup de l'Amérique du Sud, mais il y a des études récentes d'un de nos invités qui va venir ici, Guillaume Gibert, qui a fait une étude avec Victor Montoya, et ça révèle que 7,2 % de la mobilité sortante latino-américaine a comme destination la France et que le Canada suit de près. Merci Chloé-Anne. On voit la vigueur, là, pour le coup, effectivement, de la science en français à travers ces échanges de coopération. Un petit mot là-dessus, peut-être. Peut-être, moi, je demanderais à un collègue dans l'audience de nous dire quelques mots, Romain Murundi, et plutôt que d'aller nord-sud, sud-sud, les gens de réseau sud-sud en Afrique. Allez, bah, tiens, voilà, attends, mais je vais donner mon micro, voilà. Merci beaucoup. Si vous divisez le monde en deux, il y a les pays de l'OICD, les pays les moins avancés économiquement, ils ont aussi les plus avancés économiquement, ils sont aussi les plus avancés scientifiquement. Donc la science, c'est vraiment un outil pour le développement. Donc pour je dirais l'espace francophone, développer une mobilité scientifique, faire que les gens parlent, comme ils parlent la même langue, qu'ils puissent travailler ensemble en science. Je crois que c'est une bonne chose. La France, la Belgique, le Canada peuvent jouer sous la gravité. Ceux qui ont la science, ils peuvent mettre la science aussi pour ces pays-là. Et ça, c'est la meilleure façon de pouvoir avancer la langue dans ces pays-là. Mais comme on a parlé, on dit la science en français ou bien la science en anglais. En fait, vous ne faites pas la science en anglais, vous la faites en français. C'est simplement les publications. Parce qu'à l'Université de Montréal, vous enseignez en français, le doctorat, j'ai fait mon doctorat en français. Mais quand j'allais publier, on publiait en anglais. Donc, c'est cette dissymétrie qu'il faut essayer de corriger. La découvrabilité des contenus. La découvrabilité des contenus. Et on retient aussi la science en français comme outil de développement. Ça, je trouve que c'est effectivement un terme qu'on a... Et aussi peut-être ajouter que les pays comme, ça se fait déjà un peu, mais on pourrait faire plus, la France,
le Québec, le Canada, oui, nord-sud, mais aussi aider, appuyer les universités dans le sud, en Afrique, par exemple, un réseautage à l'intérieur de l'Afrique, plutôt que nécessairement venir au nord, au Canada, parce qu'on a parlé hier de problèmes de visa, des fois, pour venir au Canada. Ben là, on n'a pas de problème de visa si on fait ça comme ça. Bah c'est ça. Là, on parlerait d'un tout autre problème. Et je pense que ça pourrait être très positif. Mam, peut-être pour réagir sur cette préconisation de Rémi. C'est une question extrêmement importante. Et je pense qu'il y a des choses, évidemment, qui se font. Il faut regarder ce qu'il faut corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger. Si vous regardez la mobilité des chercheurs, pas seulement la mobilité des étudiants, vous avez beaucoup de chercheurs du Nord, OCDE, qui viennent sur le continent africain, mais c'est presque une mobilité pour aller chercher des données, une mobilité d'extraction, une mobilité qui est vraiment fluide, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, ou quasiment pas de barrière à l'entrée. Ensuite, vous avez une mobilité de jeunes qui viennent d'avoir le bac, dont tout l'investissement a été fait par les États les plus pauvres, on est d'accord, qui vont aller étudier et qui ne reviennent pas tous. Ce qui pose aussi la question d'une sorte de capture de l'élite africaine, la fuite des cerveaux, les pays de l'OCDE, et en revanche, les autres qui veulent, c'est les autres jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Quand ils veulent, c'est là où on parle de migration irrégulière, etc. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder de ce point de vue. Je suis absolument d'accord avec la migration sud-sud, et d'ailleurs, comme vous le savez, la migration d'une manière générale africaine, elle est intra-étatique. Il faut le dire, dans des proportions immenses. Il en va de même. Dans mon université, j'ai 30 nationalités. Je crois qu'il y a un Français qui, de temps en temps... Donc des nationalités essentiellement africaines. Ouais. Au-delà des Sénégalais, j'ai 29 nationalités d'Africains. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Elle existe déjà, il faut la renforcer. Et c'est là où on a besoin de coopération. Puisqu'on parle d'Internet, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses en ligne maintenant. Et je pense qu'il faut déployer tous ces vecteurs-là. Et bien justement, on va en parler de la coopération en invitant nos deux derniers invités. Effectivement, Philippe, je te propose d'accueillir au plateau Guillaume Gibert, économiste coordonnateur du programme La Condamine et responsable du Centre d'employabilité francophone, et Odile Liboiron-Ladouceur, professeur agréé dans le département de génie électrique et informatique à l'Université de McGill. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Ah, c'est des titres à rallonge, mais ça veut dire qu'il y en a dans le compteur. Hein. C'est ça, il y en a dans le compteur. Guillaume Gibert, vous êtes économiste, on l'a dit, et responsable du Centre d'employabilité francophone. Que fait ce centre en 2 mots ? Bonjour, merci. Bonjour. Le Centre d'employabilité francophone, en fait, c'est un espace intégré qui a été créé en Argentine à l'Université du Salvador avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie. Et donc, c'est un espace dédié à la francophonie scientifique à l'intérieur de l'Université du Salvador en Argentine, dans un contexte non francophone. Et l'idée, c'est d'appuyer l'insertion professionnelle des étudiants et d'accompagner en parallèle à leurs études, leur trajectoire universitaire en leur proposant des options de francophonie. Francophonie au sens large. On parle d'employabilité francophone, mais aujourd'hui, les talents de la science en français, est-ce qu'on les retrouve? On les trouve où principalement dans le monde? Pardon? On les retrouve où dans le monde, ces gens-là qui terminent? Alors, la réponse évidente, ça serait dans les pays ou régions francophones, mais je pense qu'on peut... On peut vraiment élargir en fait cet espace francophone, ce champ, notamment si on passe à l'Agence universitaire de la francophonie qui a plus de 1000 membres, et beaucoup de ces membres ne sont pas dans des territoires, dans des régions où l'on parle le français. Donc de nouveau, je parle du cas de l'Argentine. L'Université du Salvador est membre de l'AUF. Ça a été la première université d'Amérique latine à devenir membre de cette agence. Et il y a vraiment une francophilie de la part de la population en général et un attrait pour la francophonie scientifique. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude souvent de parler de cette réalité-là. Elle est vivante, elle est vigoureuse, et c'est bien de le souligner, parce qu'on a très souvent tendance à limiter effectivement le champ de la francophonie à certains pays. Je me tourne du côté d'Odile Liboiron-Ladouceur. Vous êtes professeur agréé au département de génie électrique et informatique à l'Université McGill. Alors McGill, on ne peut pas dire que c'est une université qui est réputée pour être francophone. Comment on vit d'ailleurs le fait scientifique francophone à McGill ?
Ouais, là, c'est la bonne question. On est là pour ça, hein? Ouais, non, mais je me sens un peu le mouton noir. Faut jamais sentir mouton noir, jamais. Je veux juste dire que je suis québécoise de souche, je veux juste le dire. Mais oui, je suis dans une université anglophone. On va parler plus proche du micro, par contre. Plus proche, voilà. comme ça. Oui, je suis dans une université anglophone. Je suis francophone. Moi, l'anglais, c'est un outil de travail. Comme le MATLAB, comme Python, c'est un outil de travail. Merci. Et donc, c'est nécessaire en sciences. Et je comprends que la science en français, c'est important. Mais l'anglais permet aux scientifiques de se retrouver, de se parler, de partager. Et c'est un outil de travail, ce n'est plus une langue. Je veux vraiment mettre l'emphase sur ça parce qu'au Québec, le problème, c'est qu'on a un peu peur de l'anglais pour des raisons historiques et politiques. Mais en même temps, il faut comme réaliser que si on veut s'ouvrir au monde et amener les gens vers la science, il faut accepter de parler l'anglais et d'être bilingue. Alors là, vous nous amenez sur un terrain qui est intéressant. J'aimerais peut-être entendre Rémi, notre scientifique en chef, répondre à cette réalité-là. Alors, dans le micro, par contre, Rémi. J'ai été prof à McGill 30 ans. Ouais. Donc, comme on disait au point de départ, c'est pas une bataille entre le français et l'anglais, c'est pas ça du tout. C'est d'ajouter un volet, aussi de penser à la science en français, de publier une fois de temps à autre en français. Moi, j'exigeais que mes doctorants publiaient tous leurs articles en anglais, sauf un qui faisait une revue qui leur servait aussi pour leur thèse, une revue en français. Puis ils me disaient, ça ne sera jamais cité. Ben, c'était pas si important. Ça leur permettait d'écrire en français une fois pendant leur doctorat. Mais là, j'aimerais juste, non, mais j'aimerais comprendre. Là, vous nous dites, en gros, l'anglais, c'est une langue, c'est un outil de travail. Est-ce que le français, sous-entendu, n'en est pas un? J'essaie juste de comprendre la distinction. Dans mon milieu, non. Donc, dans votre milieu, c'est-à-dire le milieu scientifique? Dans mon milieu, en sciences, je suis ingénieure. Je développe la science. Je fais de la recherche dans le milieu de la photonique. On utilise les équations de Maxwell. La loi de Ohm, c'est voltage est égal au courant multiplié par la résistance. C'est universel. Donc, pour pouvoir parler à mes collègues au Japon. Pour vous faire comprendre. Pour se faire comprendre. Ouais. En Allemagne, en Norvège, aux États-Unis, c'est en anglais. Par contre, la différence avec M. Quirion, c'est que mes étudiants, 90% d'eux, là, je suis surprise de la statistique, 90%, je suis aussi directrice du programme des études supérieures dans mon département, 90% de nos étudiants viennent de l'extérieur. Ce sont des internationaux. Et dans mon groupe... Des allophones. Des allophones. En fait, moi, j'ai deux Américains. J'ai des francophones. J'ai un francophone du Yukon. J'ai un francophone de Moncton. Puis le seul Québécois de souche que j'ai réussi à attirer, ben, il a changé en médecine. Mais du coup, tout ce beau monde, ils parlent en anglais. Alors, c'est ça que vous me dites. Ils se mettent automatiquement à l'anglais. C'est ça que je comprends. Oui. Donc, la langue commune entre mes gens du Bangladesh, de l'Inde, de l'Iran, des États-Unis, c'est une langue d'outils, c'est l'anglais. Ils ne peuvent pas écrire un article en français. Éventuellement, ils pourront. Leurs enfants le peuvent et grâce à la loi 101, ils le pourront. Et ça, moi, je suis une très grande fan de la loi 101. Pour parler de ta science à la société, tu parles en français. Oui, exactement. Donc, moi, le français, c'est important pour amener la science aux citoyens, et j'aime beaucoup l'expression, parce que nos Québécois, ils vont pas en sciences. En tout cas, pas chez nous. Ouais. Oui. Et je ne sais pas pourquoi. Ils s'en vont en médecine, ils s'en vont en avocat. C'est beaucoup plus sexy qu'être ingénieur. Je veux dire, pourtant, c'est pas mal, c'est ça la réalité. Donc, je veux les attirer, mais c'est scientifique et la science est en anglais. Alors, pour moi, c'est une manière de recruter nos jeunes, de leur dire, bon, la science, c'est pas si intimidant, c'est juste des maths, finalement. Des amener à vouloir venir en sciences. Donc, Québec Science, c'est une revue excellente pour ça. Je la lis depuis peut-être 5 ans. Là. C'est ça, pas depuis 12 ans. Catherine. Oui, j'ai une question pour Guillaume. J'aimerais savoir, est-ce qu'on connaît l'ampleur des enjeux financiers liés à la mobilité étudiante, justement? Alors, d'abord, les enjeux financiers sont d'abord pour les étudiants qui vont partir en mobilité. C'est-à-dire que, en particulier, je parle du cas d'étudiants latino-américains, par exemple, qui voudraient partir en mobilité dans une université francophone. En général, le coût
liées à cette expérience de vie, parce qu'on parle non seulement d'une expérience académique, scientifique, mais c'est un changement de vie qui va impacter sur son futur. En général, ce coût est très élevé. Billets d'avion, frais de séjour, etc. Donc dans ce cas-là, et dans la majorité des cas, il existe des programmes de soutien à la mobilité, qui sont parfois des programmes d'État, de pays ou de régions, ou comme l'Union européenne par exemple, et qui permettent d'orienter ces mobilités et d'offrir à beaucoup d'étudiants des opportunités de mobilité scientifique qui vont vraiment leur servir personnellement. Mais ça, et j'entends bien le message de la richesse, de comment on mesure cette mobilité-là. En même temps, j'ai aussi le revers de tout ça qui dit que dans certains pays, peut-être pas au Québec, peut-être pas au Canada, on manque de ressources aussi pour pouvoir permettre, aider justement ces talents à exprimer ce qu'ils ont exprimé, à aider aussi à cette mobilité. Ces ressources, elles doivent venir de qui? Alors ça, j'aimerais peut-être faire un... Mam, peut-être pour commencer. Oh là là, elle me regarde avec des yeux... avec des yeux de intéressé, contentement. Absolument intéressé. Non, mais parce que c'est un sujet, là. C'est une excellente question. Rémi a parlé tout à l'heure de souveraineté scientifique. Pour nous, ça va aussi avec une souveraineté politique et un engagement des États, je parle du continent là, des États africains et de l'Union africaine à soutenir la mobilité étudiante continentale et internationale. Les États ont signé, il y a presque une décennie maintenant, tous les chefs d'État ont accepté de consacrer 1% de leur PIB à la recherche et à la science sur le continent. Aucun d'entre eux n'a respecté cet engagement. Comme par hasard. Si jamais ils faisaient ça, ils sont tous à peu près à 0,5. L'Afrique du Sud fait 0,8. Si jamais ils augmentaient de moitié ce qu'ils sont en train de faire, on pourrait dédier une partie au moins de ces ressources à la mobilité parce qu'on sait que c'est extrêmement important. Je finis sur un point. Moi, j'ai fait mes études en France, comme beaucoup de subsahariens, sauf que je suis rentrée une semaine après ma soutenance de thèse parce que c'était un engagement personnel. J'allais étudier, ensuite je gardais des ponts et j'étais dans la circulation et pas dans une forme de sédentarité intellectuelle ou dans la recherche. J'ai été obligée, parce que c'était dans le cadre des programmes Erasmus, à faire une année à l'étranger. C'était magnifique. J'ai passé 1 an au siège des Nations Unies, dans la représentation sénégalaise, mais pour quelqu'un qui fait sciences politiques, passer 1 an aux Nations Unies, ça change une vie. Et c'est aux Nations Unies aussi que j'ai vu des gens parler dans beaucoup de langues, les systèmes de traduction, aller chercher sur une table comme ça, les mêmes comptes rendus, mais au bout d'1 heure de temps, ça sort dans plusieurs langues. C'est possible, ça a un coût et on devrait aller vers ça. Et peut-être, pourquoi pas, une idée d'un Erasmus francophone? Pourquoi pas. Je voulais terminer, je sais je vais aller une dernière fois dans le public, mais peut-être un petit mot pour terminer sur une actualité récente. Notre consoeur journaliste Pauline Gravel rapportait il y a quelques jours dans Le Devoir ce cri d'alarme des chercheurs et des étudiants-chercheurs canadiens qui sont découragés par le dernier budget fédéral qui ne prévoit aucune augmentation du financement de la recherche. Un financement qui stagne depuis près de 20 ans. Alors, là, on parlait d'attirer, ça va être difficile de retenir nos chercheurs, surtout d'attirer des chercheurs francophones du monde entier. Oui, je parle du budget, voilà, c'est pour ça qu'il revient là. Il a fini de boire, notre ami député. Hein, c'est bien, on passe du rouge au vert. Alors, justement, là, peut-être une réaction, justement, là, on a un vrai cri d'alarme. Une réaction là-dessus? Inacceptable, inconcevable. Tout à fait. Inconcevable. Tout à fait d'accord. OK. Inacceptable. Inacceptable. Odile? Aussi inacceptable. Oui, on a besoin d'investir dans le futur. C'est parce que les politiciens ils pensent à 4 ans et quand ils vont se faire réélire. Mais il faut penser, il faut avoir une vision. Sinon, on va nulle part. Sinon, on va nulle part. Désolé d'être canadien, canado-canadien, pour terminer. Hein, Mam. Vous m'en voulez pas, hein? Non, pas du tout. Non. Vous non plus, hein, Gérard? Pas du tout. Merci. On va peut-être aller juste dans le public. Il me reste une petite minute. Ah, je vais me faire fâcher. Hein. Guita, oh là, elle me dit, on n'en peut plus, là. Allez, une petite question, voilà. Juste. Oui, bonjour. Je voudrais juste intervenir par rapport au rapport français. Je suis docteur en biotechnologie et je pense que c'est important de travailler sur la relation du scientifique avec le citoyen parce que dans certaines sciences, dans les sciences très dures, très exactes, il y a un problème où je trouve qu'on discute essentiellement avec des confrères uniquement. Et donc, du coup, effectivement, l'anglais est la langue utilisée pour ça, mais on ne travaille pas suffisamment à l'implication du scientifique dans une réalité citoyenne. Et donc ce sont des sciences qui répondent à des concepts, à des actions globales, ce qui est très important, mais sans être connecté à une réalité citoyenne. Et je pense que c'est vraiment le cœur du changement. Il faut vraiment investir et travailler à cet esprit
un peu plus humain, un peu plus SHS dans certaines sciences dures pour que justement on puisse apprendre en tant que docteur en biotech ou en physique quantique à devoir discuter avec un citoyen parce que, comme disait M. Mondi, une science qui n'est pas impliquée dans une citoyenneté n'a aucun sens en fait. Donc voilà. Merci pour ce commentaire. Tiens, Odile, j'aimerais vous... Oui, non, c'est un excellent point. En fait, on a créé un atelier qui s'appelait Photonique en français. Et l'idée, c'était d'amener nos internationaux vers le français au Québec. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens qui sont venus, c'était des Québécois, parce que l'idée, c'était de traduire les termes anglophones en termes français dans notre milieu, comme chirp, c'est gazouillis, des choses comme ça. Switch, j'ai oublié. Il y en a tellement. Ouais, en tout cas, il y en a trop. Oui, c'est ça. Et donc, les gens qui venaient, c'était en fait des Québécois qui voulaient apprendre le mot anglais pour le mot français. Là, ça m'a complètement bouleversée. J'ai dit, là, on l'a pas, là. Ça veut dire qu'il faut aller chercher nos gens locaux et les amener vers les Anglais pour qu'on puisse faire rayonner la science en français encore plus. Et c'est un peu à l'inverse de ce qu'on voit. C'est comme, il faut parler plus anglais pour faire rayonner le français. Est-ce que c'est logique? Mais dans ma tête, c'est comme ça. Ben, je crois que Odile, vous êtes en train de nous comment dirais-je, de nous imager ce qui pourrait être une souveraineté des mentalités. C'est plutôt ça qu'il va falloir qu'on gagne. Hein. On n'est pas rendu, mais en tout cas, il y a de la volonté, il y a de la mobilisation. C'est la fin de cette émission. C'est plus clair depuis le Palais des Congrès de Montréal à l'occasion du forum La Science en français au Québec et dans le monde. Merci à vous, Mme Pendaba. Quelle actualité brûlante pour vous en ce moment, Mme? Vous allez repartir bientôt au Sénégal. Qu'est-ce que vous... Je rentre demain. Alors, vous rentrez demain et dans le micro. Très long vol. Mon actualité, c'est la gratitude. C'est le vol. Ah non. Non, c'est la gratitude. Bon. C'est remercier vraiment les scientifiques en chef, tout le Québec. Il y a eu un accueil formidable. Ça, c'est des gens qui savent être reçus. Merci beaucoup, Mme. Merci à vous. Merci également du coup au scientifique en chef, celui qui accueille, hein, Rémi Quiriot, d'avoir été des nôtres. L'actu de ce printemps au Fonds de recherche, c'est quoi actuellement, une petite actu? Ce soir, je m'en vais au Cirque du Soleil, ça va être fabuleux. Ah, c'est une belle actu, ça. Ils vont être contents au Fonds de recherche. Merci. Merci également à nos 6 intervenants venus illustrer les avancées significatives dans la promotion de la science en français. Sophie Montreuil, Nathalie Drajtemam, Gérard Pelletier, Mélissa Guillemette, Guillaume Gibert, et Odile Liboiron Ladouceur. Un merci tout particulier aux équipes des fonds de recherche qui nous ont aidés à préparer cette émission, en particulier Véronique Soriol, Julien Chapdelaine et Benoît Sévigny. Merci à nos partenaires commanditaires sans qui cette émission ne serait tout simplement pas possible. Autrement dit, les fonds de recherche du Québec. Oui, merci à eux. On peut les applaudir, hein, les fonds de recherche. Hein. Ils nous ont bien aidés. Merci à la rédaction de ces sciences, emmenée par sa rédactrice en chef Chloé-Anne Touma, à la réalisation Nchiché Doumbia, à la technique Jean-Adler Gaëtan, Guy-Carl Dubé, David Ressources aux caméras, et merci à toutes les équipes de GTS qui font un super travail, faut le souligner. À la direction plateau, Gita Golestani, la gestion des partenariats était assurée par Jonathan Chodjai et Camille Guédamour. Et enfin, merci à toi Catherine. Merci. Catherine Lavoie. C'était sa première, on peut l'applaudir à Catherine là. Elle a pris ses marques et elle les a bien pris. Hein. T'as plu? Oui. Merci de l'invitation. Eh ben on la reverra Catherine. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous, c'est plus clair, c'est dans un peu moins d'un mois. Allez, soyez patients. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.